Alors, Madame la Ministre, chers collègues, l'exposé d'orientation politique et la note de politique générale énergie présentée devant cette Assemblée voici un an l'annonçait déjà. La transition énergétique, environnementale et climatique constitue l'un des piliers de la politique voulue par notre gouvernement pour les années à venir. Ces documents témoignaient de l'ambition de faire de notre pays un véritable acteur de la transition, un pays qui prenne à bras-le-corps les défis énergétiques nationaux et européens qui se présentent à lui. Et à l'époque de leur présentation, le gouvernement et monsieur le secrétaire d'État à la relance, Thomas Dermine, préparaient activement la reprise post-Covid et œuvraient dans le cadre du plan national pour la reprise et la résilience à l'élaboration d'un ensemble d'initiatives qui visait à favoriser l'entrée dans un monde plus durable, plus juste et plus résilient. Et nous pouvons aujourd'hui être satisfaits de constater que la note politique que vous venez de présenter traduit les ambitions formulées il y a un an et la traduit par des projets concrets suivant un calendrier établi. Et nous pouvons également être satisfaits de la place de premier plan que vous accordez aux mesures du plan de relance en matière d'énergie et à la nécessité de mettre en place d'importants investissements en faveur d'une économie énergétique durable et créatrice d'emplois. Et nous partageons et saluons évidemment vos ambitions. Alors, point par point, quelques questions, quelques remarques. D'abord, en matière de relance, la relance comme moteur de la transition énergétique, au point relatif au projet d'infrastructure énergétique, vous évoquez votre volonté de soutenir la mise en place de réseaux de chaleur régionaux via l'introduction d'un tarif social de la chaleur. Est-ce que vous pourriez simplement nous en dire un peu plus à ce sujet? On suppose que des contacts ont été pris avec les autorités régionales sur ce thème. Est-ce qu'on pourrait simplement avoir plus d'informations? Est-ce que le montant de ce projet a été évalué et est-ce qu'on sait déjà qui pourra en bénéficier et sous quelles échéances? Alors, concernant le plan national énergie-climat 2030, d'abord, je voudrais saluer le travail réalisé par les administrations fédérales de l'énergie et du climat pour la mise à jour du PNEC en 2023. Est-ce qu'on pourrait là aussi en apprendre un peu plus au sujet de la méthodologie de travail évoquée? Vous mentionnez votre intention, et je vous cite, d'examiner comment les mesures existantes peuvent être renforcées et quelles nouvelles mesures peuvent être prises. Est-ce qu'il y a un calendrier qui aurait déjà été établi à ce propos, et plus particulièrement à propos de l'évaluation des mesures relevant des matières énergétiques? Vous indiquez par ailleurs que le plus grand défi sera de commencer en temps utile la compilation conjointe et la coordination des contributions des différentes entités selon un calendrier convenu conjointement. Et je pense qu'il est primordial que les discussions sur ce point débutent le plus tôt possible et que tout soit mis en œuvre pour que les difficultés rencontrées dans le cadre des négociations de l'accord intra-belge lors de la COP26 soit rapidement dépassé. C'est pour nous un point d'attention majeur. Alors, en matière de sécurité d'approvisionnement maintenant, sachant que je réserve mes questions sur le CRM à cet après-midi, mais je voudrais quand même poser quelques questions sur le monitoring continu de la capacité de production d'électricité, en commençant par rappeler que la sécurité d'approvisionnement et la garantie d'un prix raisonnable de l'électricité sont pour nous des éléments d'une importance absolument majeure. Et alors je voudrais savoir, vous annoncer que le monitoring sera encore développé à l'avenir, et je dois reconnaître que j'ai consulté les contenus disponibles sur le site du SPF Économie assez récemment, et j'ai trouvé principalement des informations relatives à l'évolution de la demande totale d'électricité et à celle des flux physiques d'électricité sur les interconnexions entre la Belgique et les pays voisins. Bon.
Alors, dans quelle mesure est-ce que vous comptez favoriser une meilleure transparence des informations présentes sur la page web du monitoring, et notamment, cette fois-ci, en matière d'impact de l'approvisionnement en électricité sur les prix, la durabilité et l'accessibilité? Alors, en matière de gaz, je souhaiterais en apprendre là aussi un peu plus au sujet du nouveau plan d'urgence fédéral de l'approvisionnement en gaz naturel. Votre note mentionne la réalisation d'un manuel de crise contenant les mesures opérationnelles internes pour gérer une crise d'approvisionnement en gaz. C'est très bien. Mais sous quel délai pouvons-nous espérer voir ce projet se réaliser? Considérant l'apport en gaz qui nécessitera la sortie du nucléaire, la dépendance de notre pays aux importations gazières et notamment la réduction des importations en provenance de Russie, je pense que du coup il est très important que nous puissions assurer un approvisionnement sécurisé de notre pays pour éviter tous les risques de blackout. Donc là aussi, quels sont vos projets plus précis? Alors, en matière d'éolien offshore, évidemment, on est très heureux de l'action du gouvernement par rapport à l'augmentation de la capacité du parc offshore. Nous savons qu'un certain nombre d'emplois seront créés grâce à la mise en œuvre de ce projet. Une étude commandée par la Belgian Offshore Platform à un consultant indépendant en 2017 soulignait que le déploiement de l'éolien offshore et dans le reste du monde fournirait de 15 à 16 000 jobs permanents à l'économie belge. Et alors, je vais vous demander, est-ce qu'une nouvelle estimation a été réalisée ou est-elle envisagée compte tenu des nouveaux objectifs de notre pays? Par ailleurs, est-ce que vous pourriez nous informer au sujet du nombre de nouvelles lignes aériennes à haute tension amenées à être mises en place, ainsi qu'au sujet des contacts entrepris avec les représentants des entités fédérées concernant ce point? Et est-ce qu'on pourrait en connaître plus sur les territoires concernés par l'installation de ces lignes? Et enfin, votre note prévoit une place à la participation citoyenne dans le cadre de plusieurs étapes de ce projet, notamment lors de l'élaboration de la procédure d'appel d'offres via les communautés d'énergie renouvelable. Là aussi, auriez-vous plus d'informations concernant la méthodologie qui sera privilégiée pour favoriser cette participation citoyenne? Et là aussi, est-ce que cela va se faire en bonne concertation avec les autorités régionales, voire locales? Alors, en matière d'abordabilité de l'énergie, nous partageons d'abord entièrement l'idée que la transition énergétique doit être non seulement durable, mais également juste et accessible à tous. Et dans ce cadre, nous soutenons totalement les mesures prises par le gouvernement en vue d'atténuer l'impact de la hausse des prix du gaz et de l'électricité, la norme énergétique, la prolongation du tarif social, le chèque de 80 € sur la facture d'électricité, ainsi que le financement du fonds gaz et électricité. Alors, l'augmentation du prix de l'énergie qu'on constate depuis plusieurs mois nous impose évidemment d'agir, puisque c'est une évidence pour nous, chaque famille, chaque personne doit pouvoir se chauffer, se nourrir, s'éclairer pour pouvoir vivre décemment. Donc, nous vous invitons à poursuivre les efforts et à faire preuve de flexibilité pour toujours imaginer de nouvelles mesures à chaque fois que la situation l'exigera. Et afin de garantir une facture d'énergie abordable face au coût du CRM, vous évoquez notamment, Madame la Ministre, la compensation de ce coût par une réduction proportionnelle de la part fédérale de la facture à partir de 2025. C'est ce que prévoit l'accord de gouvernement. Alors, compte tenu des différentes études réalisées au sujet de l'impact du CRM sur les prix de l'électricité, la valeur de cette compensation est-elle estimée? On en parlera certainement cet après-midi aussi. Alors, vous indiquez aussi que si les acteurs du marché
réalisent des bénéfices excessifs grâce à des prix élevés, des mesures appropriées seront prises en réaction. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu des mesures qui pourraient être envisagées et à quoi se réfèrent précisément les bénéfices excessifs que vous évoquez? Et je tiens ici à souligner la position de notre groupe en faveur du rétablissement du filet de sécurité, lequel permettrait effectivement de contrôler et de bloquer les hausses injustifiées. J'en profite aussi pour saluer votre projet d'inscrire dans la loi que le consommateur puisse à tout moment modifier sa facture d'acompte, une mesure qui constituerait une avancée en matière de protection des consommateurs. Et justement en matière de protection des consommateurs, l'accord consommateur plus particulièrement, pourrions-nous obtenir des précisions quant aux modifications qui sont envisagées? Et nous savons que dans le cadre de la transposition de la directive Energy Package, plusieurs points de l'accord seront rendus obligatoires. Donc la nécessité d'un renforcement du caractère contraignant de l'accord a-t-il été étudié? Alors, sur le point relatif au fonctionnement du marché, deux éléments. En matière d'Electricity Market Design, s'agissant de la mise en œuvre de la directive européenne sur la conception du marché de l'électricité, vous indiquez votre intention d'encourager la participation des consommateurs au marché et de renforcer les droits des consommateurs à cet effet. Et une nouvelle fois, il est ici fait référence à l'organisation de communautés d'énergie et de participation au projet d'éoliennes offshore. Est-ce que vous pourriez approfondir un petit peu ce point et plus particulièrement concernant les méthodes envisagées pour rendre ces initiatives accessibles à l'ensemble de la population? Et nous saluons bien évidemment le renforcement de la participation citoyenne et la transparence quant aux actions permises en matière de durabilité et d'abordabilité de l'énergie, mais il est évidemment primordial que de tels projets permettent l'inclusion de l'ensemble de la population. En matière de digitalisation ensuite, je souhaiterais dire que nous partageons évidemment votre position selon laquelle tous les clients doivent avoir la possibilité de participer au marché de l'énergie sur un pied d'égalité avec les autres acteurs du marché. Et dans ce cadre, le développement de la numérisation semble jouer un rôle majeur, tandis que le phénomène de fracture numérique constitue un véritable problème de société. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce sujet, et notamment au sujet des moyens envisagés en vue de pallier ce phénomène qui est à ne pas négliger? Alors, en matière d'innovation, le fonds de transition énergétique disponible jusqu'en 2025 sera notamment... Monsieur Benachour, peut-être terminer oui, avec la prochaine question et garder le reste pour nous surprendre la prochaine fois. Oui, mais j'ai encore besoin d'un peu de temps, monsieur le Président, si vous le permettez. Pour respect pour les autres, s'il y a des choses où c'est permis que ce soit fait la prochaine fois. Donc, sur la question que j'allais aborder, la question nucléaire, les déchets et les provisions, j'y reviendrai certainement cet après-midi. Je vais simplement conclure, si vous me le permettez, sur le traité sur la charte de l'énergie, qui est un dossier que vous savez comme nous très important et qui nous préoccupe beaucoup. La clause d'arbitrage investisseur-État de ce traité est pour nous véritablement problématique dans la mesure où elle accorde aux investisseurs la possibilité de remettre en cause des décisions étatiques allant dans le sens de la transition durable. C'est un vrai problème, notamment eu égard à la nécessité de se désengager des énergies fossiles. Alors vous indiquez qu'une condition essentielle de réussite des négociations pour la modification du traité est l'obligation d'un accord sur la suppression progressive de la protection des investissements dans les combustibles fossiles. 7 cycles de négociations ont déjà eu lieu et je voudrais simplement vous demander si vous entendez soutenir la suppression de la clause d'arbitrage investisseur-État et si même, plus loin, vous envisagez de
proposer à la Belgique de sortir purement et simplement de ce traité qui est tout à fait anachronique eu égard à l'urgence climatique. Je vous remercie.